Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Au-delà des grands titres et des sujets importants, dans ce genre d'histoire, là, la Syrie, etc., ce qui est intéressant, ce que je vais essayer d'aborder dans cet audio, sont les questions techniques et psychologiques plus profondes dont on n'aime pas parler, parce que c'est compliqué. En général, l'humain n'aime pas trop ce qui est compliqué, hein. On aime bien dire simplifier, voilà, le méchant Bachar, les gentils rebelles, etc. Puis voilà, en gros, tout le monde est dans des cases et puis c'est affaire réglée. En fait, dans la réalité des faits, il y a beaucoup de leçons à en tirer, notamment pour l'avenir de la Syrie, mais en général dans le monde, parce que bon, la Syrie, ce n'est que la représentation de ce qui arrive dans d'autres pays. La Syrie se retrouve confrontée, comme chaque fois qu'il y a des changements dans un pays, à toute une série de situations complexes à régler. Comme vous le savez, en général, quand il y a une révolution dans un pays, il y a des règlements de compte, il y a des procès, il y a des lynchages, il y a des, comment on appelle, des pillages des biens de l'ancien dictateur, pharaon, enfin, bref. C'est comme ça depuis la nuit des temps, en fait. Hafez al-Assad, quand il a pris le pouvoir à l'époque, c'était la même chose. Des purges, des massacres, des lynchages, le peuple qui l'applaudit, le pouvoir qui lui monte à la tête, et on est reparti pour un tour. Ici, j'entends bien que beaucoup de gens donc veulent une justice intégrale, omnidirectionnelle, tout de suite. Bon, dans ce genre d'affaires, soit on veut reconstruire un pays, soit on veut réimplanter les schémas passés, c'est-à-dire, je répète, purge, assassinat, lynchage, emprisonnement, torture, vengeance, etc. Bon. On l'a vu, il faut toujours voir le passé pour un peu comprendre le présent. On l'a vu après la guerre 40-45, ici en Europe, avec l'Allemagne et tout ça. Bah, il y a eu des millions de morts, des millions de veuves, des villes rasées. Les États-Unis ont rasé des villes entières en Allemagne. Des désertions par milliers, des gens, comment on appelle, lors de la libération, qui lynchaient des femmes accusées de collaboration, on leur crachait dessus, on leur rasait le crâne. Les hommes, enfin bon. C'est toujours la même histoire, en fait, hein, donc c'est simple à comprendre, parce que ça se répète. La problématique, c'est que si on craint d'être injuste, ce qu'en général les êtres humains ne craignent pas beaucoup, dans ce genre d'histoire, on est beaucoup dans des histoires au cas par cas. Si je prends rien que l'histoire des dirigeants, enfin des responsables, n'allons pas chez les simples opérateurs. C'est compliqué. Par exemple, j'essaie d'expliquer à quelqu'un hier, quand on a un peu creusé le dossier, qu'on n'est pas en surface, on dit Bachar, Bachar, Bachar. Aussi saugrenu que ça peut avoir l'air, ce que je vais dire, Bachar, en fait, est peut-être un des moins graves de l'affaire. Je sais que c'est choquant. Je m'explique.
Bachar était un jeune homme timide, introverti, studieux, entouré de frères et sœurs dominants, agressifs, euh, simples. Et lui était un peu raffiné, ophtalmologue, il a étudié à Londres, il a épousé Asma, etc. Puis il a été propulsé au pouvoir par un concours de circonstances. Bon. Et vous savez, dans la vie, quand on connaît un peu la vie, bon, ce qui est mon cas, je parle bien de la vie, hein, je parle pas de la science islamique, ce qu'on va me dire. Hein. Non, parce qu'il y a la science islamique, puis il y a la vie. Dans la vie, moi j'ai souvent remarqué que les gens les plus timides, mal dans leur peau, complexés, sournois, indirects, etc., sont souvent des gens très dangereux. Très dangereux quand ils ont du pouvoir. Parce qu'en fait, ils ne sont pas conçus pour ça. Vous voyez ? Bachar était un type qui devait avoir son cabinet d'ophtalmologie dans une rue de Londres, avoir ses patients, être avec sa femme, aller jouer au golf et aller en vacances en Écosse, vous voyez ? Il était conçu pour ça. Et il s'est retrouvé dans un rôle qui n'était pas le sien. Et comme ce n'était pas son rôle, il a perdu les pédales, il a été influencé, il a pris des mauvaises décisions, et il a essayé de donner une image de lui-même qui n'était pas lui-même. Un leader fort, qui tient la Syrie d'une main de fer, interlocuteur de l'Iran, fait passer des armes au Hezbollah. Bon. C'était pas du tout sa nature, en fait. Et il est rentré dans ce rôle, malgré lui, et puis il se retrouve, c'est ça que j'essaie d'expliquer, beaucoup d'êtres humains, dans ce genre d'histoire, se retrouvent embarqués, malgré eux, dans un cycle infernal. Pourquoi ? Parce que Bachar, vous vous doutez bien qu'il n'est pas le seul à tenir le pays. Il y a des opérateurs autour de lui. Son frère Maher, celui qui avait le souterrain entre chez lui et la prison pour aller torturer les gens. Sa sœur, je ne sais plus son nom, très dominante, très cassante, etc. Et tous ces gens, en fait, l'influencent, le secouent. Regarde, il y a des terroristes à Hama, un truc, il faut faire quelque chose, sois fort. Ne les laisse pas faire, sinon ils vont te manquer de respect. Vous voyez ? Comment on peut exciter un timide comme ça, c'est facile. Hein. On a les mêmes phénomènes chez nous, chez les musulmans. Tu vois pas les orphelins, les veuves à Gaza. Tu vas rester les bras croisés. Crains Allah. La Oumma, si la Oumma souffre d'un côté, c'est toute la Oumma qui souffre. Quoi, tu vas rester dans ton luxe, dans ton confort? Tu vas rien faire. Tu vois, c'est tenir des discours, tu vois, enflammants, c'est relativement facile. Et avec les gens qui ont un caractère faible, influençable, qui ont peur d'avoir l'air de lâche, de pleutre, comme on dit en français, tu peux t'attendre à des réactions disproportionnées parce qu'ils veulent avoir l'air d'eux. Et Bachar, en fait, c'est ce profil-là. C'est-à-dire, c'est un complexé, timide, mal dans sa peau, mal dans son rôle, qui s'est retrouvé entouré d'une bande d'hominidés, dont Maher et plein de gens, là, les sous-généraux, tout ça. Des gens complètement fous, en fait, des bouchers, en gros, des bouchers, voilà. Et lui, imaginez-vous, un ophtalmologue au milieu des bouchers. Soit tu passes pour un con, un lâche, un occidentalisé, un mec raffiné, et tu te retrouves avec tous les bouchers qui te regardent, genre t'es un pauvre type, t'es un lâche, t'es pas capable. Soit tu joues le jeu. C'est ce qu'il a fait. Mais comme c'est un lâche et un complexé, etc., ben, il a été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a vu que son rôle en carton s'est effondré, que son entourage s'est effondré, que son armée s'est effondrée, que l'Iran a disparu, que la Russie a disparu, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé sa famille à Moscou. Il a prévenu personne, ni ses frères, ni ses généraux, etc. Il a dit non, tout va bien, les bombardiers russes arrivent,
patienté. Il est rentré dans un avion cargo qui devait l'amener à Dubaï. Dubaï a refusé de le recevoir pour des questions de réputation internationale. Il a rebroussé chemin. Ils ont coupé le transpondeur de son avion pour pas qu'on sache où il est. Il a atterri dans une base russe et de là il est parti à Moscou. Et donc son pays, ses généraux, ses frères, ses biens, ses palais, il a tout laissé derrière lui. Bon, il avait 19 appartements à Moscou, donc il n'est pas dans la misère. Mais ça en fait, c'est l'histoire des dangers. Vous savez, quand on étudie Hitler, beaucoup de similitudes. Hein. Artiste raté, complexé, qui a été refusé à l'école d'art de Vienne, qui a fait la guerre 14-18, qui a souffert de voir plein de gens avec des traumas, la défaite de l'Allemagne, l'Allemagne surendettée, et qui, à un moment donné, se retrouve à la tête d'un mouvement politique et est dans la surenchère. Parce qu'il faut avoir l'air d'eux. Si tu veux avoir l'air d'un Führer, d'un chef, bah, tu dois endosser une image, malgré toi. D'où Hitler, plein de drogue, plein de trucs, parce qu'il était dans un rôle qui n'était pas le sien. Et il était entouré de psychopathes, Himmler, Goebbels, etc., qui autour de lui jouaient un rôle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours le chef, en fait, qui est le plus responsable. C'est des fois des sous-traitants dont on n'entend pas parler, mais qui en fait font toutes les basses besognes. J'avais dit hier à un ami, je ne serais pas étonné, Allahu Alam, je peux me tromper, hein, je ne serais pas étonné que Bachar n'a jamais mis un pied dans la prison de Saïdina, qu'il n'a jamais été là-dedans. On a dû lui dire, non, ça va, on gère la prison, t'inquiète. Et lui, il restait loin dans son palais, à jouer au billard, à faire du vélo, à lire ses livres, à voir des films avec sa famille, dans une espèce de microcosmos artificiel, etc., etc. Bon, ensuite, il y a la question des opérateurs. Alors, dans les opérateurs, il y a plusieurs rangs. Les chefs, les sous-chefs, les brigadiers, jusqu'aux petits soldats de quartier. Là, le problème, il est encore différent. C'est-à-dire que le chef, s'il veut se faire bien voir du grand responsable, il doit être efficace. Il doit remettre des rapports, il doit avoir des résultats. Voilà, on a arrêté 2000 terroristes dans la ville de Hama, on les a amenés à la prison de Saïdina, on va les faire parler. Bon. On va dire, ah, ce général est efficace, il a nettoyé la ville. Ce chef, il a des sous-chefs qui eux aussi vont vouloir être bien vus du chef pour avoir une promotion, pour ceci, pour cela, pour monter en grade, pour être vus comme des hommes de confiance, etc., etc. Donc en fait, ce genre de barbarie arrive par un assemblage de personnalités qui sont toutes actives dans cette entreprise pour différentes raisons. Bien souvent, le tout dernier de la liste, le soldat de la base, il est là pour une paye de $50 par mois. Il n'est pas impliqué en politique, il n'y connaît rien. C'est pas spécifique à la Syrie, hein. Regardez en Algérie. Il n'y a pas beaucoup de travail. Les gens, ils terminent où, bien souvent? Vous le savez mieux que moi. Regardez dans vos familles. Militaires ou policiers? Par conviction, par défense idéologique de Taboun, machin, pas vraiment. Pour avoir un boulot, comme ça tu peux te marier, tu as un statut. Puis tu montes en grade si t'es bon, etc., etc. Donc, où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux en venir, c'est que dans ce genre d'affaires, si tu veux tuer tout le monde qui a participé à tout ça, tu vas devoir procéder à des purges et à des massacres. C'est compliqué parce que, pas oublier, que les gens, ils ont des familles, ils ont des enfants.
Tu vas faire des orphelins, des veuves, des nouveaux problèmes à régler, des gens qui auront des ressentiments. On était bien, ils nous ont tout pris, ces salauds de rebelles. Bref, ça signifie que dans ce genre de situation, où tu dois reconstruire un pays, où tu dois réunir les gens, etc., c'est très très compliqué. Parce qu'il y a les minorités, il y a le passé, etc. J'ai vu, je ne suis pas aveugle, j'ai vu les images de certains bouchers qui sont dans la file pour remettre leurs armes et pour signer un papier genre d'amnistie ou je ne sais quoi. Et les gens le reconnaissent. Et on sait qu'il a commis des atrocités. L'État ne peut pas étudier dossier par dossier. Et donc, à un moment donné, il faut savoir que même si des gens ont l'air d'être graciés, amnistiés, etc., il y aura inévitablement des règlements de compte. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un qui sait qu'un tel a torturé son fils, a massacré sa femme, a violé sa fille. Ces gens passeront à l'acte d'une façon ou d'une autre. Et ces gens qui demandent l'amnistie, rendent leurs armes alors qu'ils ont été des acteurs de des atrocités, ils vont vivre dans la peur. Ils vont vivre dans la honte. Et tu ne peux pas faire une répression et une purge globale. C'est très compliqué parce qu'il y a un pays à réunifier. Il y a un peuple qu'il faut faire revivre ensemble. En fait, c'est la fameuse histoire en fait, c'est ça la vocation de la charia, vous voyez. C'est là qu'on se rend compte des bienfaits de la charia. Ça nous mène à ça, en fait. Parce que sinon, tu es dans le phénomène qu'on trouve en Italie, en Albanie, en Turquie, parfois. Les vendettas, les crimes d'honneur. T'as tué mon fils, je tue ton fils. T'as tué mon fils, je tue ta femme. Mais bon, c'est des exterminations. En Sicile, il y a eu des familles entières qui ont été exterminées dans des histoires de vengeance. Ça a mené à de la mafia, parce que les gens après s'organisent en groupe, et puis ils ont besoin d'argent, donc ils font des malversations. Enfin, on n'en sort plus, en fait. Et c'est là où on comprend, enfin, en tout cas, les gens sages, les gens qui sont dans les dénis, tu peux rien faire. Humanisme, bisounours, on s'aime tous, tout ira bien. C'est super d'enfermer quelqu'un 40 ans, de le foutre des médocs, à 200 balles par jour, l'incarcération. Enfin bon, ça c'est les trucs humanistes occidentaux qui n'ont absolument rien compris à la nature humaine. Regardez, en Belgique, Dutroux. Il a fait combien d'années de trou, là? Une vingtaine d'années, 20, 25, je sais pas. Qui sortent maintenant, en 2030, en 2035. Ça changera rien, en fait. Les familles sont amères, réclament vengeance, et sont pas du tout assouvies que le gars était en prison, il a bouffé, il a eu des médocs, des psys, une télé, il a répondu à des interviews au téléphone. Les gens sont pas contents, les gens sont pas du tout satisfaits. Mais c'est le système en place. La charia, c'est quoi en fait? Ben, la charia, c'est à un moment donné de dire, c'est très simple, hein, très clair. Tu as commis un acte infâme, adultère. Vous savez, beaucoup de gens, ils blaguent sur ça. Ouais, l'adultère, t'as vu, lapidation, oh là là. Ouais, mais bon, l'adultère, bon. Ça, c'est parce que les gens, ils savent pas ce que ça signifie dans une société normale. Les sociétés dans lesquelles on vit ici ne sont pas des sociétés normales. On est en ville, personne ne se connaît, ta mère est à Nantes, ton père est à Alger, ton cousin est à Marseille, ta petite sœur fait un master de je sais pas quoi à Londres, et toi t'es tout seul là à Paris. Bon, dans une ville où t'es noyé entre les Français, les immigrés, les machins, les sans-papiers, les fachos, les progressistes, les bobos, tout le monde est mélangé comme ça. T'es noyé dans la masse, voilà. Et donc évidemment, si t'as une vie dissolue,
Tu couches à gauche, à droite, machin. Ben, ça prête pas à conséquence. Les femmes prennent la pilule au cas où elles avortent. On est sur Tinder, on passe d'une femme à l'autre. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a pour les maladies, il y a le préservatif. Quel est le souci? Vous voyez? Ça, c'est parce que nous sommes dans des vies comme ça. Mais dans une société normale, les familles se connaissent. Ils ont célébré un mariage. Il y a eu des dots. Il y a eu des invités. Il y a la réputation, très important dans les sociétés traditionnelles. Et si un homme ou une femme mariée trompe son mari ou sa femme avec un membre d'une autre famille, d'un autre village ou je ne sais pas quoi, ça crée un tremblement de terre terrible. Le déshonneur, on va traiter ma fille maintenant, ça sera moins que rien, elle sera sans mari, avec un mari qui l'a trompée. Enfin, c'est quelque chose d'innommable, psychologiquement. Et donc, s'il n'y a pas une sanction lourde, où les gens, quelque part, sont nettoyés de toute cette offense, humiliation, ben la société, en fait, ça part à la dérive. Le père de la fille va aller se venger, et après la famille du garçon va dire « Oui, mais truc, votre fille, c'est pas mieux parce qu'elle reluquait les hommes. » Et on s'insulte, on s'entretue, on se menace. Et ça crée une destruction de la société à petit feu. Si tu rajoutes à ça alcool, vol, vente de drogue, etc., toute la société implose. Donc, la charia a pour vocation, après avoir instauré la justice sociale, après avoir appris l'islam aux gens, après avoir modifié les perceptions en matière éthique et morale des gens, à punir extrêmement sévèrement certains délits, soit par des coups de fouet en public, soit par l'amputation d'une main, soit par la mise à mort, etc. Et c'est ce qu'on qualifie de barbarie. Moi, j'ai déjà vu des vidéos de lapidation. C'est très difficile d'assister à ça. Croyez quoi que on saute de joie, youpi, c'est super, un homme, une femme lapidés, ça fait mal. Moi, j'ai même mal, pour vous dire la vérité. Hier, j'ai vu un boucher, là, de je sais pas de quelle ville, un boucher de Bachar, très connu, très documenté, le nombre de saloperies qu'il a fait. Il était dans une camionnette, il était battu, des coups de crosse dans la figure, tous les gens qui viennent lui faire des coups de poing, on lui frappe tellement dessus que tout son visage est rouge. Même que je sais que c'est un sale type, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce que derrière tout ça, il y a un humain. Il y a un humain. Il y a une famille qui est dans la honte. La famille du type, t'imagines? Donc quand on a un peu de profondeur d'âme, on ne jouit pas de tout ça. Moi, personnellement, je suis anti-lynchage. Même pour le pire des pires, je suis pour l'exécution. Voilà. Parce que comme ça, voilà. Et tu laisses Allah s'en charger pour ce qui est de ses châtiments. Le but, en fait, c'est que cette personne ne vive plus au milieu des gens qu'il a fait souffrir. Maintenant, les lynchages, les bains de sang, ça me rappelle en fait les méthodes du régime, donc qui eux aussi frappaient, enterraient les gens avec la tête qui sort et trucs. Moi, j'aime pas la barbarie en fait, voilà. Donc, il faut une société qui soit organisée et régie par des choses claires, propres et expéditives. D'où j'étais pas du tout d'accord non plus avec les vidéos de Daesh à l'époque. Mettre un pilote jordanien dans une cage, foutre le feu, mettre des ceintures d'explosifs à des femmes qu'on met dans une piscine, qu'on fait sauter, pendre des gens à des crochets de boucher comme des moutons, les faire saigner jusqu'à mort. C'est pas nécessaire, c'est pas utile, et c'est
ça endurcit le cœur, voire ça dégoûte. Le but, c'est de dire, voilà, t'as bombardé des gens, t'as obéi aux ordres de quelqu'un qui t'a dit de bombarder les gens. Tu as fait 60 morts, 100 morts, 200 morts. Tu dois mourir. Tu meurs, on t'enterre, c'est terminé. Voilà. Le but n'est pas de faire tu vois, un spectacle anarchique. Le but est de faire, oui, une exécution en place publique. Pas besoin de commencer à mettre des têtes dans des piquets à l'entrée de la ville. Et les enfants voient ça. C'est pas bon tout ça. C'est pas bon. Il faut que les choses soient faites proprement, dans le but que le mal soit puni, mais pas que le mal devienne une sorte de banalité dans laquelle finalement tout le monde reproduit ça chez lui. Et que ça devienne quelque chose de banal. Non, parce que c'est pas banal. Le but de l'islam, c'est pas la terreur, c'est pas le sang, c'est pas... comment je vais dire c'est pas ça. Le but, c'est d'installer la justice, l'équité, des valeurs morales, de compassion et tout, afin d'éviter de devoir utiliser trop souvent les peines corporelles, qui sont nécessaires, mais qui doivent être une exception. Vous voyez ? Donc, ici, pour parler concrètement, j'ai un peu philosophé, désolé. Pour parler concrètement, ici, les responsables, les donneurs d'ordre, les sadiques. J'ai vu une vidéo d'un type là, qui a été arrêté d'ailleurs, qui déterrait les morts pour les torturer. Enfin, je sais pas. On est dans Hannibal Lecter, je sais pas, des gens malades. Enfin, soit. Il faut les exécuter, point. Pas de prison. Moi, j'aime pas les trucs des prisons. Moi, la prison, je trouve ça abject. T'enfermes des gens, ils vont aux toilettes là où ils dorment, ils sont face à des murs, ça coûte de l'argent, il faut les nourrir, ils tombent malades. Laisse tomber, en fait. Je sais même pas comment on peut vouloir travailler là-dedans. Enfin, je comprends pas. Ça doit être sale, les cris, les trucs. Non, on n'a pas le temps à perdre, en fait, avec tout ça. Le truc, c'est coup de fouet, peine de mort, rançonnage, voilà, prisonnier, je l'échange contre truc, tu payes contre truc, ou le prix du sang, ou je ne sais quoi. Des trucs expéditifs, on ne perd pas de temps et qui ne coûtent pas d'argent. On n'a pas le temps, on n'a pas d'avoir des infrastructures, des goulags, où tu tiens des gens comme ça à ne rien faire, juste de la souffrance. C'est fou, en fait. C'est fou. Je voudrais simplement dire, en conclusion de tout ça, reprendre les rênes d'une société diverse, plurielle, multi-ethnique, multiconfessionnelle, comme dans le cas de la Syrie, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Tu ne peux pas appliquer des solutions faciles à une situation compliquée. Je l'ai écrit hier, je ne sais plus, dans un tweet, je crois. On voyait une espèce de pièce, enfin pas pièce de théâtre, salle de concert, je ne sais pas, enfin un podium, voilà, où il y avait une quarantaine de femmes, pratiquement toutes dévoilées, qui chantaient des chansons, nous sommes des Syriennes libres, etc., etc. Bon, c'était pas mal, c'était une belle musique, etc. C'était pas non plus Madonna qui écarte les cuisses, c'était quelque chose de, voilà. C'était en djellaba, tête dévêtue, avec des, comment ça s'appelle, des tambours, etc. Qu'est-ce que tu fais en fait ? Les gens sont dans cette situation-là. Et comme je l'avais écrit, dans les pays qui ne sont pas en guerre, où il y a de l'argent, qui parlent arabe et tout, la situation est encore pire. J'avais mis un lien vers une vidéo où on voit une espèce de concours de voice au Maroc, où les hommes et les femmes mélangés, on danse, on rigole, on se prend dans les bras, il y a la chanteuse, et tout le monde trouve ça très bien. Bon. Donc c'est devenu une espèce d'habitude culturelle qui est propagée dans tout le monde arabe et le monde du Maghreb.
Qu'est-ce qu'on fait? On installe la terreur, on tue tout le monde, et on recommence comme Bachar. On fait des cellules, on torture les gens, gna gna. C'est compliqué, hein? Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut se dire? Ces gens se revendiquent de l'islam. Ils le sont ou ils le sont pas. Je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que on leur montre que des musulmans sont capables de gérer un État, que des musulmans sont justes, que des musulmans arrivent à conclure des accords commerciaux avec les autres pays environnants pour développer le pays, et que l'islam peut être une source de progrès, de stabilité, de justice, avec des dirigeants barbus, pratiquants, salafistes, ex-djihadistes, etc., pour qu'éventuellement ils disent, finalement, cette religion, ce n'est pas que vecteur de trucs moyenâgeux et de torture et de réprimandes, où on contraint par la force et la terreur, et on est reparti pour un cycle. Et puis il y aura des milices laïques qui vont s'organiser, qui vont être financées par l'Amérique, et qui vont déstabiliser le pays, et il y aura des coups d'État, et on n'en finit plus. Critiquer, c'est facile. Reconstruire, c'est difficile. Jusqu'à présent, les musulmans, et je ne jette pas la pierre, beaucoup de frères étaient bien intentionnés, et il y a un temps pour tout. Les musulmans ont beaucoup combattu. En Tchétchénie, en Bosnie, en Somalie, au Mali, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc. Peu de fois, ils ont eu l'occasion d'être aux commandes. Gérer, nommer les profs, nommer les juges, prendre des décisions, installer des lois, montrer l'exemple, ouvrir des écoles coraniques, des écoles d'apprentissage de l'islam, imprimer des livres, les diffuser, éduquer les enfants. Peu de fois on a eu cette occasion-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va tout le temps être cantonné à la guerre, au terrorisme, et on est des victimes, et on met des bombes, pour arriver à quel résultat? Des gens emprisonnés, des femmes qui se retrouvent seules, qui dérivent parce qu'il n'y a plus le mari, qui prennent un boulot, qui enlèvent leur voile, comme il y en a eu plein en Belgique et en France, quand leur mari était incarcéré. Des enfants qui vivent dans les ressentiments, dans l'exclusion, dans les gens qui ne sont pas heureux en Europe, qui ne savent pas où aller, nous n'avons pas de terre d'accueil, on n'a pas envie de se retrouver dans la corruption et l'hypocrisie au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens aillent vers un mieux? On ne fait aucune concession, on n'est que dans la violence, on n'est que dans la critique, on n'est que dans l'impatience. Pour quel résultat? C'est ça la question à se poser. Moi, je ne suis pas différent des autres, hein. Moi aussi, j'aimerais bien, tout le monde qui obéit, voilà, machin, ouais. Mais le monde, il n'est pas prêt à ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai déjà dit dans d'autres audios. Elle est communiste, elle est alaouite, elle est machin, elle est yazidi, elle est grecque orthodoxe, elle est chrétien, elle est sunnite laïque, elle est sunnite démocrate, elle est sunnite nationaliste. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre des énormes goulags où on enferme tout le monde. On passe notre vie à être dans les rues, à donner des coups de fouet à tout le monde. Et les gens vont mettre hypocritement un voile ou vont faire semblant de prier. Et à la première occasion, ils sortent une arme contre toi, avec les Américains ou les Russes, pour te sortir de là parce qu'ils ne comprennent pas, ils se sentent oppressés. Il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. Hein. Je répète, combattre, critiquer, réagir. Ah, nos enfants sont tués, nos femmes sont trucs. Ça, c'est une chose qui a une raison d'être, hein, c'est normal. C'est pas absurde. Le problème, c'est que ça doit être suivi par autre chose.
la reconstruction, la prise en charge et la gestion. Et ça, c'est nettement plus difficile. D'ailleurs, quelque chose pour illustrer ça. Pourquoi en islam est très valorisé les murabit qui font du ribat, murabitoun au pluriel. Pourquoi c'est très valorisé en islam? Parce que c'est très difficile. Quand tu es sur une terre de combat, t'as tes frères qui tombent, Allahu Akbar, ça tire, truc, tu jettes des grenades, tu es pris dans l'adrénaline, il y a l'ambiance, il y a la fureur, il y a la peur, il y a le courage, et tout ça. Bon. Mais quand tu es à un poste frontière, que tu surveilles, et que 300 jours par an, il se passe rien. Il se passe rien. Qu'est-ce qui va se passer? Tu t'ennuies, tu détournes ton attention, tu t'endors, tu joues à des jeux vidéo sur ton téléphone. C'est difficile. Mais c'est nécessaire, très nécessaire, d'avoir des gardes frontières, des éclaireurs qui sont autour du territoire des musulmans pour voir ce qui se passe, pour surveiller, pour mettre des radars, pour ceci, pour cela. Donc, des fois, ce qui est très nécessaire n'est pas facile. Ce qui ne dévalorise en rien les autres, c'est pas ça la question. C'est pas question de dire tu méprises ceux qui se battent. Non, mais il y a un temps pour ça. Et puis il y a un temps pour autre chose. Il y a un temps pour surveiller les frontières. Il y a un temps pour donner à manger aux gens, soigner les gens, éduquer les gens, nettoyer les rues, leur donner une assistance psychologique pour ceux qui ont des traumatismes. C'est un grand travail, très nécessaire, et qu'on ne peut pas évacuer d'un revers de la main. Ouais, mais bon, s'il y a des femmes dévoilées, ça va pas. Hein, ouais, mais quoi alors? Nous, on vit ici au milieu des transgenres, au milieu des ivrognes, au milieu... Subhanallah, j'ai presque envie d'hurler. On va voter... Subhanallah. On va voter pour des athées francs-maçons, pro-communistes, anti-religion, pro-LGBT. Nous sommes tombés au fond du trou, mes frères et sœurs. Ça me fait rire, parce que c'est ces gens-là qui disent « Oui, c'est le Mossad, c'est la CIA, la Syrie va tomber dans la barbarie. » Non! Tu es dans la barbarie, parce que tu vas dans la rue. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Tu es dans la barbarie, parce que le dimanche matin, tu te lèves pour aller voter pour un ennemi d'Allah. C'est toi qui es dans la barbarie. C'est pas eux. Toi, tu es au fond du trou. Tout ça pourquoi? Tes APL, les médicaments pour ta mère, la RATP et le logement social qui est un trou à rats abondi entre les dealers, les courses de quad et les rats. Toi, tu es au fond du trou, pas eux. Toi, tu es à blâmer, pas eux. Alors fais-toi petit, prépare ta hijra et arrête de cracher sur des gens qui essayent de s'en sortir alors que toi, tu es prêt à toutes les compromissions et toutes les prostitutions pour pouvoir vivre dans Dar el-Kufr. Il ne faut pas inverser les rôles. Il faut bien voir qui on est. Et je m'inclus dedans. Hein. Et je m'inclus dedans. Moi, je suis un tout petit. Le petit enfant syrien d'un camp de réfugiés qui va chercher de l'eau, des colis alimentaires et qui amène sa sœur chez le médecin et tout, il a plus de valeur que moi, croyez-moi. Donc, petit. Faites-vous petit. Attention à l'orgueil. Et qu'Allah nous améliore. Il ne faut pas inverser les rôles. Nous sommes... J'ai toujours dit quand on dit « Ah, mesquines les Gazaouis, mesquines les Afghans, mesquines les Syriens. » Mesquines? Mesquines? Eux, mon frère, sont les bien-aimés d'Allah. Ils sont en première ligne. Ils sont dans les grosses épreuves. Nous, on est comme des chapons. C'est-à-dire des chapons, ce sont des coqs castrés, engraissés à coups d'allocations de logements sociaux, qui ne trouveront rien de plus intelligent que rentrer en politique ou de voter pour des escrocs, pour espérer pouvoir tuer son mouton sans devoir l'étourdir avant. Allahu Akbar, la grande victoire. Subhanallah. La ilaha illallah.
qu'on retrouve le sens des priorités, on doit retrouver les idées claires. Vous savez que pour beaucoup de musulmans, c'est quoi la grande victoire de leur vie? Vous savez c'est quoi? Qu'on leur attribue un logement social après 20 ans d'attente. Ils sont prêts à hurler takbir dans la rue pour avoir un trou à rats en Dar el-Kufr dans lequel ils pourront être logés. La victoire de toute leur vie. Vous voyez où on a atterri? Vous connaissez ma fameuse phrase, qui a eu un certain succès sur le net, parce qu'on en a fait des clips et tout. Des gens ramènent leurs enfants au milieu de Saint-Nicolas, de Père Noël, de Halloween, de arc-en-ciel, de transgenre, de machin, de drogue. Pour ça, pourquoi? Le bac. Pour avoir son bac. Takbir, j'ai mon bac. De nos jours, ton bac vaut rien. Les gens veulent des créatifs, les gens veulent des programmeurs, les gens veulent des spécialistes en algorithmes. Ton bac, ça n'a plus aucun sens en fait. Aucune valeur. Un trader débutant va faire plus d'argent que toi en une semaine que toi en un mois avec ton bac. Ça n'a aucun sens. Ah, je fais mon bac littéraire, je vais être bibliothécaire. Ah, il n'y a pas de travail. Tu vas être au RSA toute ta vie. Enfin bref. Tout ça pour dire que il ne faut pas perdre cette occasion afin que, Inch'Allah, la Syrie devienne un pôle de référence. Un havre de paix, un havre d'atterrissage pour toute une série de musulmans qui veulent vivre en terre d'islam. Ils ne sont pas dans le terrorisme, ils ne sont pas dans la guerre et les bombes. Ils veulent juste, vivre dans un environnement islamique. On va encore gâcher ça? On va encore s'entretuer? Comme ça, au final, on va retrouver toutes nos filles ici sur TikTok qui dansent avec des niqabs et en dessous, c'est Jennifer Lopez, une fois que tu déballes le paquet cadeau. Des féministes enragées qui insultent leur mari derrière leur niqab. C'est ça qu'on veut pour notre Oumma? Des frères en surpoids qui jouent à FIFA 2024, qui parlent que de Mbappé, de Real Madrid, et qui sont là, l'islam, les Syriens. Moi, je pense que HTS, ça qu'on veut. Des petits morveux, des petits délinquants, des ratés qui émettent des opinions. Il faut quand même espérer plus, hein. Il faut espérer plus, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.